Yellowstone, le plus grand parc national des États-Unis. Mais on y trouve aussi l'un des plus grands supervolcans au monde. Sous les geysers pittoresques et les cascades, une éruption menace, 100 fois plus importante que l'humanité n'ait jamais connue. Cela s'est déjà produit. Il y a un peu moins d'1 million d'années, une éruption similaire a détruit plus de la moitié du continent. Et cette menace plane toujours. C'est évident, cette zone connaîtra de nouvelles éruptions. Cela ne se limiterait pas à une éruption isolée, mais à plusieurs éruptions monstrueuses. Chacune serait 1 million de fois plus dévastatrice qu'une bombe atomique. Ce serait absolument terrible. Il ne resterait plus rien de vivant. Elle dévasterait des milliers de kilomètres carrés, ainsi que de nombreuses vies dans le nord-ouest des États-Unis. Tout sera terminé, tout sera fichu, ce sera la fin. Nous sommes capables de nous rendre sous la surface terrestre afin d'analyser le volcan. Et pour la première fois, nous allons pouvoir découvrir la source de son énergie. Nous pourrons alors découvrir ce qui arrivera lorsque ce géant endormi se réveillera et deviendra une force de la nature. La danse des geysers est l'un des plus beaux spectacles de la nature. C'est aussi la raison pour laquelle des millions de visiteurs viennent chaque année visiter le plus ancien parc national des États-Unis, le parc de Yellowstone. Émerveillé par la beauté du parc, le président Ulysse Grant se décide en 1872 à préserver ces quelques 9000 km² de terre sauvage dans le nord du Wyoming. Depuis, c'est une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Ces incroyables sources chaudes, ces bains de boue bouillonnants, ces bassins mystérieux et l'un des phénomènes naturels phares, le geyser, dit du vieux fidèle, font partie des plus grandes merveilles de la nature. Mais sous cette beauté primitive se cache une menace potentielle. À environ 8 km sous les cascades et les sommets, se trouve le cœur d'un supervolcan. Un immense chaudron de roches en fusion de la taille du mont Everest en perpétuel mouvement. Depuis des millions d'années, il se remplit de lave. Il finira par atteindre son point de rupture et, telle une bombe à retardement, il finira par exploser. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra. Alors nous ne pouvons qu'attendre cette éruption. Si dans le futur, le volcan de Yellowstone entrait en éruption, comme cela a déjà été le cas, cela engloutirait absolument tout dans un rayon de 160 km et perturberait l'équilibre naturel de la Terre pendant des années. Le premier signe d'agitation se traduirait par une activité sismique intensifiée. Avec l'augmentation de la pression de la roche en fusion, le sol se mettrait à gonfler. Le sol sera extrêmement déformé. Si ce phénomène était suffisamment lent, de gros changements dans les bassins de geyser seraient visibles à l'œil nu. Et pour finir, la lave détruirait la surface terrestre. Une explosion 10 fois plus importante que celle du mont Sainte-Hélène. Un ouragan de gaz chaud s'étendrait dans toutes les directions, tandis que le nuage de cendres monterait jusqu'à plus de 20 km. L'homme n'a encore jamais fait face à une catastrophe de cette ampleur, et ce ne serait que le début de la super éruption de Yellowstone. Quelques jours après, une seconde super éruption commencerait, puis une autre. Très vite, d'énormes explosions s'étendraient sur un périmètre de 80 km, crachant de la roche en fusion et des gaz brûlants. Dans un rayon de 160 km autour de Yellowstone, il ne resterait plus grand-chose à détruire. Dans l'atmosphère,
le nuage de cendres se répandrait autour de la planète, faisant chuter les températures. L'agriculture mondiale sombrerait dans le chaos. Comment savons-nous que cela se reproduira? Car c'est déjà arrivé. La preuve se trouve dans les enregistrements géologiques d'anciens supervolcans. Il existe 1500 volcans autour du globe. Les supervolcans, eux, se comptent sur les doigts de la main. Mais ils sont capables de détruire leur environnement et de créer un désastre planétaire. Yellowstone est l'un de ces supervolcans. Il faut s'imaginer quelque chose de 10 000 fois la taille du mont Sainte-Hélène. C'est presque inimaginable. Contrairement aux volcans normaux, dont le cratère se situe au sommet d'une montagne, le cratère de Yellowstone est si grand qu'il n'est visible que depuis les airs. On appelle les rebords de ce monstrueux cratère la caldeira. Lors de la dernière super-éruption, celle-ci s'est effondrée dans la chambre magmatique. Elle est assez vaste pour y accueillir la ville de Los Angeles. Aux États-Unis, les gens parcourent en moyenne près de 56 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette distance représente la taille de la caldeira. Et ce n'est que l'une des 3 monstrueuses calderas qui se sont formées ces 2 derniers millions d'années. L'histoire volcanique de Yellowstone est vraiment très marquée par ces 3 énormes éruptions cataclysmiques. Elles étaient d'une telle intensité, jamais on n'avait vu ça dans l'histoire de l'humanité. La première éruption a dispersé quelque chose comme 2500 km3 de roches. Une telle quantité pourrait recouvrir tout l'État du Texas d'une couche de 3,50 mètres d'épaisseur. La deuxième éruption dépasse de plus de 100 fois l'ampleur de celle du mont Sainte-Hélène. Et ce n'est que la plus petite des super-éruptions de Yellowstone. La plus récente, connue sous le nom d'éruption de Lava Creek, a eu lieu il y a 640 000 ans. À l'époque, les premiers hommes ne sont pas encore arrivés sur ces lieux. Des animaux préhistoriques exotiques peuplent le continent nord-américain. À 8 km sous terre, un chaudron magmatique de 3 fois la taille de New York arrive à ébullition. On pense qu'il y a eu des centaines de milliers de séismes qui ont pris de l'ampleur. Et avec les déplacements de roches brûlantes, les secousses étaient vraiment importantes. 1 million de tonnes de roches en fusion, chauffées à près de 1000 degrés, compressées contre la surface terrestre. Des jets d'eau surchauffés jaillissent de la surface terrestre à travers des fissures et montent dans les airs. Des centaines de geysers entrent en éruption sur 1300 km². Dans tout le système hydrothermal, des explosions ont lieu. Elles font des trous d'environ 1,6 km dans le sol. C'est incroyable. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Après des jours d'activité sismique et d'éruption de geysers, et sous la pression du magma et des gaz surchauffés en augmentation, la dernière super-éruption de Yellowstone commence. La lave a probablement commencé à se répandre sur l'un des versants, provoquant ainsi une fracture. Lorsque la pression s'est mise à baisser, cela a provoqué une explosion. Un énorme nuage de cendres brûlantes et de roches en fusion est projeté dans la stratosphère à des vitesses supersoniques et avec la puissance d'une bombe à hydrogène.
Les débris les plus lourds retombent au sol et se transforment en de gigantesques nuées ardentes. C'est comme un ouragan formé de cendres, de pierres ponces et de gaz chauffés à 800 degrés. Ça détruit tout sur son passage. Sur des kilomètres, ces rivières mortelles de cendres et de gaz carbonisent les animaux vivants et balayent les forêts comme des brindilles. Ça finit par s'étendre à l'extérieur de Yellowstone, dans l'Idaho et dans la région de Grand Teton. Une partie de cette coulée s'est déversée et a recouvert quelques endroits dans la vallée de Jackson Hole. Au final, cette coulée s'étend sur des kilomètres. Pendant des jours, le volcan de Yellowstone continue de projeter des tonnes de débris en fusion dans l'air, dévastant les alentours. Puis, dans la caldeira, une autre énorme explosion, puis une autre. L'une après l'autre, chaque éruption projette de plus en plus de lave et de roches pulvérisées dans les airs. Typiquement, au début d'une éruption, il n'y a qu'une seule cheminée. Mais cette cheminée va ensuite s'agrandir en se déplaçant, pour ainsi dire, sur les fractures. L'éruption de Yellowstone est devenue une super éruption. Ses effets dévastateurs frapperont le monde entier. La dernière super éruption de Yellowstone a eu lieu il y a 640 000 ans. Son gigantesque volcan s'est rapidement transformé en une série d'éruptions, déchaînant la toute-puissance d'un supervolcan. Toute la série des projections pyroclastiques qui ont formé la caldeira de Yellowstone a dû se produire en seulement 2 semaines. Les nuées ardentes détruisent tout sur leur passage et anéantissent des centaines de kilomètres carrés à la ronde. Les différents nuages de cendres fusionnent en une immense colonne de fumée. Les vents la transportent à travers le pays, obscurcissant le ciel sur des centaines de kilomètres. La caldeira a probablement commencé à se former au moment de l'éruption de toute cette matière. Ultime démonstration de la fureur de la nature, des centaines de kilomètres carrés de montagnes s'effondrent sur plusieurs centaines de mètres dans le gouffre de magma bouillonnant. Le chaînon Gallatin, le chaînon Madison ainsi que le chaînon du mont Washburn au nord sont situés dans la région de Yellowstone. Ces chaînons de montagne ont été détruits. Mais quand je dis détruits, je ne dis pas qu'ils ont été réduits en miettes, non. Ils sont retombés dans le système magmatique. Ils sont retombés dans le chaudron, dans la caldeira, si vous préférez. Nous parlons de montagnes hautes d'environ 1200 mètres. Et maintenant, elles sont au niveau du sol et ne mesurent plus que 240-270 mètres de haut. On a donc environ 1000 mètres qui ont disparu. Finalement, après peut-être une semaine d'activité constante, le volcan de Yellowstone se calme. Mais la dévastation est loin d'être finie. Une catastrophe planétaire est sur le point de commencer. 2,5 milliards de tonnes de cendres volcaniques sont poussées par les vents et brûlent 5200 km² des plaines américaines, détruisant la quasi-totalité de la flore du continent. La cendre volcanique projetée dans l'atmosphère est retombée vraiment très loin, jusqu'en Louisiane et dans quelques États le long du Mississippi. Il devait y avoir un sacré nuage de cendres. Les particules les plus fines restent dans l'air pendant plus d'1 an, faisant ainsi chuter les températures dans l'hémisphère. Ça agit comme une sorte de voile qui bloquerait la lumière du soleil.
faisant ainsi baisser les températures. Je suis certain qu'à cause de Yellowstone, il y a eu un dérèglement climatique. On a estimé une baisse de température d'environ 3 à 5 degrés, ce qui, à l'échelle mondiale, est plutôt inquiétant. 5 degrés. C'est assez pour anéantir une bonne partie de la flore tropicale du globe. L'année suivante, les cendres bloquent le soleil et les animaux meurent de faim. Il faudra des années pour que la planète s'en remette, pour que la lumière du soleil atteigne la surface terrestre, pour que les plantes repoussent à travers les couches de cendres, pour que les animaux repeuplent le continent. Après cette éruption de Yellowstone il y a 640 000 ans, l'Amérique du Nord est changée à jamais. Mais ce n'est que l'une des super éruptions à frapper la zone. Hormis les 3 calderas situés près du parc de Yellowstone, les géologues ont découvert les traces d'éruptions et de super-éruptions remontant jusqu'à 16 millions d'années. Il y a eu une série d'éruptions volcaniques similaires à celle de Yellowstone. On trouve toutes sortes de calderas dans la Snake River Plain, dans l'Idaho, jusque dans le Nevada. À ce jour, on recense 15 calderas composées de plus de 140 grosses explosions. Elles forment une ligne qui s'étend du nord-est vers le sud-ouest. C'est le signe de ce que les géologues appellent un point chaud. Un point chaud désigne une partie du manteau terrestre où se trouve un immense bassin de roches partiellement en fusion. Il existe une zone au sein du manteau terrestre, bien en dessous de nos pieds, qui est en fusion. Et c'est ce qui fait qu'énormément de chaleur remonte à la surface. Et cette chaleur peut faire fondre la croûte terrestre, ce qui donne de grosses chambres magmatiques. De temps en temps, lorsque la pression augmente, le magma se ferait un chemin jusqu'à la surface et explose. Il existe une vingtaine ou une trentaine de points chauds autour du globe. Des endroits comme Hawaï ou l'Islande, ces zones sont volcaniquement actives depuis très longtemps. Les îles Hawaï, par exemple, se sont créées une à une à travers les siècles à partir d'un volcan sous-marin. Même si on pense que le volcan s'est déplacé le long de la surface terrestre, il n'en est rien. La zone de roche en fusion n'a pas beaucoup bougé, mais la croûte terrestre, si. C'est également vrai pour le point chaud de Yellowstone. Par-dessus sa chambre magmatique, la plaque nord-américaine se déplace très lentement à hauteur de 2,5 cm par an vers le sud-ouest. À chaque nouvelle éruption, une caldeira se forme, toujours un peu plus au nord. On trouve des calderas jusqu'au nord du Nevada. Il est possible qu'il y ait eu une 50aine d'éruptions de l'ampleur de celles qui ont eu lieu à Yellowstone. Ces précédentes éruptions cataclysmiques font du supervolcan de Yellowstone le plus étudié au monde. Avec ses centaines de séismes annuels, ses milliers de geysers et son énorme chambre magmatique, c'est l'une des régions du monde ayant la plus forte activité géologique. Non seulement ce système respire, mais il est en mouvement. C'est pourquoi, selon moi, ces calderas sont bel et bien vivantes. Au cœur de ces super-éruptions, on suppose qu'un panache et de la roche en fusion remontent des entrailles de la Terre. Mais ce ne sont que des hypothèses. Toutefois, les scientifiques utilisent depuis peu des systèmes de surveillance qui récoltent des données sismiques autour de la planète. Ces données ont permis de créer la première image 3D de la source de puissance de Yellowstone. Après avoir installé plusieurs sismographes, dont la résolution élevée ressemble à celle d'un scanner médical,
Nous nous sommes aperçus que cela s'étendait sur à peu près 150 km au nord-ouest et qu'elle prenait sa source environ 600 km en profondeur. La source de magma de Yellowstone est enfouie à 725 km sous terre. Mais étonnamment, pas juste en dessous du parc. Elle se trouve à 240 km de là, sous la frontière entre le Montana et l'Idaho. C'était totalement inattendu. C'est quelque chose qu'on ne trouverait pas dans les livres scientifiques. Avec l'avancement de leurs recherches, les scientifiques se rendent compte qu'ils en savent très peu sur le volcan de Yellowstone. Les humains n'ont jamais assisté à une éruption volcanique de cette ampleur. C'est un peu notre défi de trouver exactement comment fonctionnent ces systèmes. Une chose est sûre, si Yellowstone entre de nouveau en éruption, les nuées ardentes détruiront tout à proximité et le nuage de cendres engloutira l'humanité tout entière. Prédire cette éruption pourrait être une question de vie ou de mort. Le parc de Yellowstone, sa nature, d'une beauté onirique, pourrait se transformer en cauchemar. Sans avertissement, ce volcan gigantesque pourrait se réveiller et entrer en éruption, mettant toute la planète en danger. Contrairement à bien des catastrophes naturelles comme les tornades ou les ouragans qui sont de courte durée et localisés, les conséquences d'une super éruption du volcan de Yellowstone se répercuteraient sur la planète entière et ce pendant des années. Elle serait comparable à celle d'un astéroïde, c'est-à-dire assez énorme pour changer notre vision de l'histoire. Pendant un bon moment, l'histoire de la Terre se résumait à des changements graduels, à de longs changements effectués sur de longues périodes. Mais voilà que nous découvrons que de temps en temps, boum, une catastrophe apparaît sans crier gare. La plupart des scientifiques pensent qu'un astéroïde est à l'origine de l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais les récentes découvertes montrent que les volcans aussi peuvent causer une dévastation planétaire. L'un des premiers volcans alimentés par le point chaud de Yellowstone est à l'origine d'un horrible cimetière qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Il y a 12 millions d'années, la faune du Nevada était similaire à celle que l'on trouve de nos jours en Afrique. Il y avait des éléphants, des rhinocéros, des chameaux, des fauves, des chevaux semblables aux zèbres. Toutes ces créatures qui aujourd'hui n'y vivent plus. Leurs os, retrouvés dans le nord du Nebraska, nous en disent plus sur l'impact de Yellowstone. Ils ont été retrouvés, enterrés profondément sous des couches de cendres, des débris volcaniques provenant d'une super éruption. Nous avons tout d'abord cru que ces créatures avaient été enterrées vivantes sous la cendre, comme les habitants de Pompéi. Mais en regardant les fossiles de plus près, nous avons découvert que ce n'était pas le cas. La plupart des fossiles montrent des traces d'une étrange maladie. Un indice qui expliquerait la mort de tant d'animaux. On constate une hypertrophie des tissus osseux sur les os des jambes et sur la mâchoire. Cette étrange hypertrophie est un des symptômes de l'acromégalie, un problème pulmonaire rare causé par l'inhalation de grandes quantités de poussière ou de cendres. Voici la mâchoire d'un chameau provenant du lit de poussière. Cette partie de l'os plus foncée, là, c'est une partie saine qui s'est normalement fossilisée. On peut voir l'endroit où la partie saine s'arrête et où cette hypertrophie démarre. Juste là, on aperçoit les changements de couleur et de texture. Cette chose qui ressemble à une éponge, c'est le principal signe caractéristique de l'acromégalie.
Selon Mike Voorhees, la cendre provenant du volcan de Yellowstone a provoqué l'acromégalie constatée chez ces animaux. La cendre est essentiellement constituée de tout petits bouts de verre. On peut différencier la cendre volcanique d'autres roches aussi fines et poudreuses, car en raison des microscopiques bouts de verre, la cendre volcanique brille. Pendant une super éruption, l'énorme pression fait exploser la roche en fusion. Elle se transforme en minuscules bouts de verre soufflés par les vents qui atterrissent à des centaines de kilomètres. Lorsque la cendre volcanique retombe, le paysage entier est recouvert de cette poudre fine sur des milliers de kilomètres carrés. Les animaux, en marchant, vont soulever des nuages de poussière et la respirer en permanence. Nous pensons que les animaux ont respiré cette poussière nuit et jour jusqu'à ce qu'à terme, leurs poumons cessent de fonctionner. Dans les plaines du Nebraska, pourtant à des milliers de kilomètres d'un supervolcan, la plupart des animaux ont succombé à la cendre en à peine une semaine. Les volcans peuvent tuer à distance. Il y a 20 ans, je n'aurais pas cru qu'un volcan puisse causer de nombreux morts à des milliers de kilomètres. Mais les pluies de cendres m'ont convaincu. En 1815, l'éruption de l'île indonésienne de Tambora est la preuve que la cendre peut tuer indirectement en créant de considérables changements climatiques. De 50 fois la taille du mont Sainte-Hélène, l'impact du volcan de Tambora est énorme. En éjectant près de 150 millions de tonnes de cendres et de débris dans les airs, l'éruption a amputé la montagne de 1220 mètres. Le nuage de cendres était visible à des centaines de kilomètres. Le nuage a survolé l'Inde, a obscurci le ciel et a fait chuter les températures qui sont descendues en dessous de 0 degré. En à peine un an, la cendre s'est répandue tout autour de la planète. Et les conséquences ont été stupéfiantes. Un journal de Nouvelle-Angleterre publie cet article. À 10 h ce matin, la neige et la grêle se sont mises à tomber et la tempête a continué jusqu'au soir, accompagnée d'un vent frais. C'était le 15 juin. À certains endroits, il n'y a pas eu d'été. Dans l'est des États-Unis, il y avait de la neige et de la glace au mois de juin, juillet et août. Ils ont replanté leur culture. Elles ont succombé au froid, alors ils ont replanté. Ce temps anormalement glacial atteint l'Europe à quelques 14 km de Tambora. La vie est plongée dans le chaos. En 1816, c'était la dernière période de famine généralisée en Europe. Ce n'est plus jamais arrivé depuis, et je suis quasiment sûr que l'éruption du Tambora en était la cause. Et l'éruption de Tambora est loin d'égaler celle du supervolcan de Yellowstone. L'éruption de Tambora est de l'ordre de 50 à 100 fois plus petite que les éruptions du supervolcan de Yellowstone. Plus petite que celle de Tambora, l'éruption de 1991 du mont Pinatubo aux Philippines. Elle a détruit les villages jusqu'à 320 km. Malgré sa taille plus modeste, l'éruption du Pinatubo change le climat global pour des années et est liée aux ouragans destructeurs Andrew
et Iniki. Après l'éruption du Pinatubo, le climat a changé tout autour du globe. L'année qui a suivi l'éruption, il y a eu 2 degrés de plus. Cela peut paraître insignifiant, mais un changement de la température mondiale de 2 degrés peut, sur une longue période, créer des orages anormalement graves et ne laisser vivantes que les plantes les plus robustes. L'éruption du Pinatubo était 100 fois moins importante que la dernière super éruption de Yellowstone. Et pourtant, elle a eu des effets cataclysmiques autour du monde. Imaginez les conséquences qu'aurait Yellowstone. Dans l'histoire géologique récente, l'éruption colossale de Toba sur l'île de Sumatra peut rivaliser avec Yellowstone. Il y a quelques 70 000 ans, cette éruption a presque détruit la race humaine. Toba est le plus grand supervolcan que nous connaissons. Il y a maintenant un lac, le lac Toba. C'est un trou d'où est sortie l'éruption. On estime la durée de l'éruption à 2 semaines, pendant lesquelles une couche de 15 cm de cendres se dépose sur le continent indien. Mais le plus gros impact de Toba est ressenti à l'autre bout du monde, en Afrique. À cause de l'éruption de Toba, on pense que la population des premiers hommes est réduite de façon catastrophique. L'humanité aurait donc vu sa population largement se réduire. On serait passé de centaines de milliers d'individus à seulement une poignée. Grâce aux données génétiques, on sait que quelque chose est arrivé dans l'histoire humaine qui a grandement réduit la quantité de variations génétiques. Le débat porte sur la nature de cette calamité. L'une des hypothèses est qu'une catastrophe comme celle du supervolcan Toba se soit produite il y a 70 000 ans et qu'elle ait détruit les plantes, les animaux et les humains autour du globe, n'en laissant que très peu. L'éruption monstrueuse de Toba, 25 fois plus importante que celle du Tambora, est probablement la cause d'un changement climatique catastrophique. D'après des échantillons de carottes de glace, la température moyenne aurait chuté de 20 degrés pendant des années après l'éruption, tuant probablement la flore planétaire. Les zones tropicales comme l'Afrique sont les plus durement touchées. À l'époque, les humains sont en Afrique. C'est pourquoi nous avons été directement touchés. De plus, cette végétation tropicale n'avait jamais connu le froid. Elle n'avait donc aucun moyen de s'adapter à ces basses températures. Les températures glaciales détruisent la plupart de la flore africaine. La famine qui en résulte aurait décimé une grande partie de la race humaine. Il est possible que les 6,5 milliards d'êtres humains qui peuplent aujourd'hui la Terre soient les descendants directs des rares à avoir survécu. Si une unique éruption comme celle de Toba est assez puissante pour presque anéantir la race humaine, quelles seraient les conséquences d'un supervolcan ? Si une éruption géante était sur le point de se produire, l'homme serait impuissant. Ce qui est important est déjà de comprendre les éruptions. Ainsi, les scientifiques étudient chaque détail du volcan de Yellowstone. De leur découverte pourrait dépendre notre survie. Pour beaucoup d'Américains, le parc national de Yellowstone est l'un des plus beaux trésors nationaux. Mais ce qui se cache sous sa surface pourrait nous être fatal. Il est très difficile de se faire une idée de la taille d'une telle éruption comme celle de Yellowstone. Il y a 640 000 ans,
un supervolcan dévaste la région de Yellowstone. De nos jours, des scientifiques surveillent les mouvements du sol afin de déterminer si et quand une autre super-éruption pourrait avoir lieu. On ne sait pas trop ce qui précède une super-éruption, ni de combien de temps nous disposons avant que le volcan n'entre en éruption. Par exemple, si le sol se gonfle et se dégonfle, cela pourrait être un signe de danger, un avertisseur d'un mouvement souterrain de magma. Ces déplacements s'étalent sur des années et couvrent de faibles distances. Ainsi, les scientifiques ont positionné 12 stations GPS dans le parc. Elles peuvent détecter des mouvements souterrains aussi microscopiques soient-ils. De plus, les géologues disposent d'une vue aérienne des lieux. Nous utilisons des satellites afin de photographier le sol qui se déplace d'année en année. Nous pouvons donc comparer deux passages du satellite à 1 an d'intervalle, par exemple, et cartographier les différents endroits où le sol a bougé. Grâce à ces outils, les géologues sont maintenant capables de récolter des informations sur les changements dans la caldeira. D'après de récentes données satellites, une grosse partie de la caldeira se gonfle. Ce que nous constatons, c'est le soulèvement d'environ 6 à 8 cm par an, ce qui est énorme. Le soulèvement le plus spectaculaire se trouve au nord du lac de Yellowstone, ce que les géologues appellent un dôme de résurgence. À l'intérieur de cette caldeira se trouvent ces zones en orange ici. Ce sont des dômes de résurgence. Ces zones évoluent au fur et à mesure que la caldeira se soulève et se rabaisse. Les géologues pensent que ces deux zones ont été soulevées par la chambre magmatique pendant la formation de la caldeira. On pensait que le magma contenu dans ces dômes maintenait toute la zone en place, mais on ne pouvait pas en être sûr jusqu'à récemment. Nous connaissons ce type de panache magmatique semblable à celui de Yellowstone. C'est le tube par lequel la roche en fusion venant du noyau terrestre atteint la chambre magmatique au bout du panache. Avec des données similaires, les géologues ont créé une représentation 3D de la chambre magmatique sous la caldeira de Yellowstone. Cette image tridimensionnelle est une sorte de radiographie de la Terre, comme si on la passait dans un scanner. Cela nous fournit une image de ce que nous pensons être le système magmatique de Yellowstone. On pense que cette chambre, en forme de U, contient plus de 1250 km3 de roches partiellement en fusion. 100 fois plus que la chambre magmatique du Pinatubo, et à seulement 8 km sous la surface. Plus important encore, la zone la plus élevée repérée par satellite se trouve directement au-dessus d'un pic de la chambre. Cela indique que la chambre magmatique gagne en volume, soulevant la surface terrestre au niveau du pic. L'autre zone déformée se trouve près du bassin de geyser de Norris, l'un des bassins géométriques les plus chauds et instables du parc. Le bassin de geyser de Norris est l'une des zones hydrothermales les plus actives de Yellowstone. Elle change tout le temps et nous découvrons toujours de nouvelles choses en train de se produire. Il y a quelques années, les images satellites ont montré le plus grand gonflement de Yellowstone, mais il a changé de direction et est en train de dégonfler. Ce n'est pas vraiment la caldeira, mais c'est l'une des zones du parc les plus chaudes. Il est possible que du magma s'étende au nord, sous le sol de cette région. La source de l'instabilité du bassin pourrait être le magma,
ou un autre élément clé de l'activité volcanique, les séismes. Les séismes sont comme le moteur du système. Ils prennent part à l'activité volcanique, par exemple dans la création de montagnes et dans le volcanisme de Yellowstone. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de volcan sans séisme. La pression du magma qui peut exploser en un volcan force le sol à changer. Et cela crée des séismes. On peut les considérer comme les révélateurs d'une éruption imminente. La sismicité et la déformation du sol sont deux éléments qui précèdent une éruption volcanique. Ils sont très attentivement surveillés. Sur cette représentation informatique, chaque point rouge représente un séisme. D'ordinaire, on recense des centaines de séismes chaque année dans le parc. Ces dernières années, la plus forte activité sismique est située sous deux zones du parc. Vous pouvez observer que les séismes sont concentrés dans la partie nord de Yellowstone, qu'ils descendent au niveau du parc et qu'ils s'étendent à l'est de la faille de Grand Teton. L'inquiétude des géologues est que le cœur de l'activité sismique chevauche un terrain mouvant. Il semble que ce soit le cas au bassin de geyser de Norris. À cet endroit se trouvent des dizaines de lignes de failles. C'est très alarmant. Le magma est en train de remonter. On s'attend à avoir une protubérance du sol ainsi que des séismes, tandis que le sol se fissure peu à peu. Les scientifiques craignent que les failles du séisme ne se fissurent sous la pression du magma en dessous d'elles, créant ainsi une éruption. Les géologues surveillent aussi les geysers, les sources chaudes et les mares de boue du parc à la recherche de grands changements de température et de composition chimique. Un indice annonçant d'importants mouvements de magma. Pour l'instant, les géologues ne croient pas à l'imminence d'une éruption. Mais si la température de l'eau augmente, que le sol gonfle, ou s'ils constatent de plus en plus de séismes, c'est peut-être le signe qu'une éruption se prépare à Yellowstone. Selon moi, en tant que géoscientifiques, nous sommes assez intelligents pour repérer des indices et avoir des semaines, voire des mois pour nous préparer. Mais prédire précisément une éruption est loin d'être chose aisée. Les scientifiques se sont déjà trompés. Nous avons déjà vu des renflements, des vibrations et une sismicité accrue à Yellowstone. Toutes ces choses qui indiquent que le danger est proche. Et finalement, il ne se passe rien. C'est là le problème. Nous ne pouvons que surveiller le volcan. Cela n'est peut-être pas suffisant pour prévoir une éventuelle éruption. Le mont Sainte-Hélène était le volcan le plus surveillé de l'histoire. Pourtant, il a explosé avant que la zone n'ait pu être évacuée, faisant 56 morts. Malgré son éloignement, une éruption géante à Yellowstone pourrait menacer des milliers de vies. Rappelez-vous que l'été, des centaines de milliers de personnes passent la nuit dans la région de Yellowstone et de Grand Teton. Cela représente une ville américaine moyenne rassemblée dans cette zone d'éruption potentielle. Le niveau de risque est assez élevé. À Yellowstone, nous sommes au bord d'un précipice. La question n'est pas de savoir s'il y aura une éruption, mais de savoir quand et comment. On ne peut rien faire face à un volcan. S'il est sur le point d'exploser, il explosera. Et les effets sur notre civilisation seront catastrophiques. Nous ne pouvons peut-être pas empêcher une éruption. Malgré cela,
Les données scientifiques nous avertiront-elles à temps lorsque la roche en fusion se rapprochera de la surface? À l'aide d'archives historiques, de représentations scientifiques et d'ordinateurs dernier cri, il est possible d'assister à la dévastation qui accompagnera l'éruption du volcan géant de Yellowstone. Le volcan de Yellowstone sommeille depuis 70 000 ans. Mais tôt ou tard, sa chambre magmatique se remplira petit à petit de roches en fusion. Les pressions de gaz appuieront contre la surface, amenant le volcan jusqu'au point de rupture. Un principe géologique veut que si une chose a eu lieu par le passé, alors elle se répétera dans le futur. Nous savons que l'humanité connaîtra d'autres super-éruptions, dont une à Yellowstone, et qu'elles auront des conséquences dramatiques. Grâce aux représentations informatiques et aux données scientifiques, vous allez vivre ce qui se passerait si le plus grand volcan nord-américain se réveillait. Lorsque cette éruption aura lieu, il est clair que le nord-ouest des États-Unis sera totalement dévasté. Tout sera terminé, tout sera fichu, ce sera la fin. Si Yellowstone entrait en éruption, la première chose que nous entendrions serait des grondements souterrains, signe de départ de dizaines de petits séismes. À cause de la pression grandissante des eaux chaudes, des gaz et de la brusque montée du magma, le sol se soulèverait. Les séismes gagnent en force alors qu'ils se propagent autour de la caldeira. Il faut évacuer tous les touristes du parc. Les autorités avertissent les villes dans un rayon de 160 km, ce qui équivaut à la zone de danger. Bozeman dans le Montana et Cody dans le Wyoming se préparent au pire. Dans le parc, de nouvelles fissures au sol relâchent d'immenses geysers d'où jaillit de l'eau bouillante jusqu'à 30 mètres de haut. Même les secousses des séismes vont créer des fissures qui permettront à plus de matière volcanique de sortir. Les derniers touristes et salariés du parc doivent partir et atteindre une zone de sûreté quelques 160 km plus loin avant que la caldeira ne lâche. Ils n'en auront peut-être pas le temps. Tout d'abord, la lave s'écoule lentement des fissures au sol. Puis, la vapeur et les cendres explosent à des centaines de mètres dans les airs. Mais au lieu de relâcher la pression, cela fait déborder le volcan. On trouve énormément de gaz dans le magma. Si vous dépressurisez le système assez rapidement, alors le magma perdra ses gaz et explosera. De là, on pourrait avoir une gigantesque éruption. Démarrant 8 km sous terre, la roche en fusion chauffée à 1200 degrés explose jusque dans les airs. Au début de l'éruption, vous voyez ces coulées qui débordent sur les côtés. Et vous n'avez nulle part où aller. Semblables à des ouragans de cendres, les nuées ardentes foncent à la vitesse de 160 km/h. Ceux qui ont quitté le parking il y a moins d'une heure ne s'en sortiront pas. À 80 km de là, les 30 000 habitants de Bozeman, Montana, regardent terrifiés le panache de cendres et de roches s'élever dans le ciel. S'ils connaissent un peu le passé de Yellowstone, ils savent qu'ils ont peu de temps avant la destruction de leur ville. Les nuées ardentes peuvent s'éloigner de 80, voire de 160 km du volcan.
Vous les verriez s'approcher, crête après crête, et finalement, elles vous frapperaient. Elles sont dévastatrices, localement comme dans toute la région. Tout disparaîtrait. Le ciel s'obscurcit en raison du nuage de cendres qui dissimule le soleil d'après-midi. Toute la matière volcanique va exploser très violemment à la surface et tout le magma sortira à une vitesse supersonique. La matière la plus fine pourra atteindre 15, 20, 25 km d'altitude. Puis, une autre éruption débute de l'autre côté de la caldeira. Puis une autre. Ce n'est plus une banale éruption volcanique. Comme il y a des centaines de milliers d'années, cette éruption sera la plus importante de mémoire d'homme. Le gigantesque chaudron de magma crache 1 million de tonnes de roches à des centaines de mètres dans les airs, tandis que les autres volcans sont en éruption. L'une après l'autre, les vagues de cendres et de débris brûlants détruisent tout sur leur passage. N'ayant pas été avertis à temps, près de 400 000 vies sont menacées. Et cela ne s'arrête pas là. La matière volcanique va finir par retomber à la surface. Tout autour de Yellowstone, la couche de cendres sera épaisse de 3, 6 ou peut-être même 10 mètres. Un après-midi d'été ensoleillé se transforme vite en une nuit enneigée et venteuse. Dans les États du Wyoming, de l'Idaho et de l'Utah, le poids des cendres fait s'effondrer les toits, tandis qu'un nuage rempli de cendres plus légères, 1000 fois plus important que celui produit par le mont Sainte-Hélène, dérive vers l'est au gré des vents. La cendre sera tellement éparpillée dans l'atmosphère que le trafic aérien sera perturbé, non seulement autour du lieu de l'éruption, mais tout autour du globe pour un certain temps. La cendre s'infiltre dans le réacteur, se transforme en céramique et recouvre le réacteur. Il existe de terribles descriptions d'avions en perte de puissance qui tombent en chute libre, alors que les pilotes essaient de comprendre comment redémarrer le moteur. Les transports aériens sont immobilisés et le nuage de cendres atteint la haute atmosphère. C'est maintenant que commence la partie la plus dangereuse de l'éruption. Vous pouvez mourir de nombreuses façons lors d'une éruption explosive. L'une de ces façons est d'inhaler ces petits bouts de verre tranchants. Ils attaquent les poumons ainsi que les os et vous rongent de l'intérieur. Dans le pays, on distribue des masques de protection contre les cendres. Mais les animaux sont vulnérables. En quelques semaines, une grande partie du bétail du pays est décimée, comme les animaux qui habitaient les plaines du Nebraska il y a 12 millions d'années. Les cendres volcaniques recouvrent une grande partie des terres agricoles du Midwest. Rien ne peut pousser sur la cendre volcanique fraîche. Comme ce fut le cas après l'éruption du mont Sainte-Hélène, on s'aperçoit que la cendre est stérile. C'est ainsi que les greniers du monde sont rayés de la surface du globe. Et les effets peuvent durer des années. Nous mettrons du temps pour nous en remettre. En attendant, d'où viendra la nourriture? Je ne sais pas. Des millions de gens sont susceptibles de mourir d'une famine causée par la retombée des cendres dans le Midwest américain. Et plus encore risquent de subir les effets du nuage de cendres qui se déplace autour de la planète. Il est fort possible que les effets climatiques soient bien pires que ceux que nous avons vécus ces derniers siècles. Après l'éruption de Toba,
On sait que les particules de cendres resteront dans l'atmosphère pendant 6 ans, refroidissant la planète. Cela signifierait de la neige en juin, des gelées en août et la mort des cultures pour les années suivantes. Imaginez 6 ans, sans saison de culture. Qu'est-ce que cela signifie? Probablement que nous ferons face à une période ardue, dans laquelle nous nous nourrirons de racines. Ce seraient les conditions les plus rudes jamais affrontées par l'homme. Cela se passera peut-être dans des milliers d'années, mais l'histoire se répétera. Le sommeil de la caldeira de Yellowstone prendra fin et la Terre devra faire face à un cataclysme potentiel. Espérons que nous serons prêts à y faire face, car ses conséquences pourraient être catastrophiques pour la survie de l'humanité.